Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire et qui a pour thème vers la facture électronique obligatoire. Nous allons juste faire un petit test technique alors vous entrez tous en micro coupé parce qu'il y a énormément de participants aujourd'hui et nous en sommes très contents avec Fabrice. En revanche, est-ce que vous pouvez juste nous mettre dans le chat ou les questions si vous nous entendez bien en attendant que les derniers participants se connectent? Super, donc j'ai déjà des réponses. Merci à vous. Le son est excellent, tout va très bien, parfait. On attend encore une petite minute, du coup, que les derniers participants se connectent, et puis on va démarrer. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour Fabrice. Voilà, et ben bienvenue à Bonjour. tous. On n'a pas trop de retard. Non, on va pouvoir y aller. Bienvenue aux derniers participants qui se connectent encore. Hop, Et puis on va commencer de allez, suite. ça marche. Tout à fait. Donc Donc, rapidement, comme le disait Julie, excuse-moi Julie, une pas de toute souci, petite vas-y. précision. Donc vous allez pouvoir passer par le panneau de questions pour vous poser toutes vos questions. On répondra éventuellement au fil de l'eau et de toute manière en fin de présentation. Et puis pour votre confort aussi, on a d'ores et déjà mis le support en bas dans les documents à distribuer. Voilà. Allez Julie, go, on y va. On va vers le futur. Allez, c'est parti. On monte dans la fusée. Bonjour à tous et aux derniers arrivants, puisque je vois que la liste s'allonge au fur et à mesure. Je me présente, je suis Julie Lebar, du coup responsable d'affaires chez IVLM, et je suis du coup en compagnie de Fabrice Vergerot, qui est donc avant-vente sur notre solution EDDoc. Aujourd'hui, la thématique de ce webinaire sont en fait du coup de vous donner toutes les billes pour vous permettre de comprendre les enjeux de la facture électronique et tout ce qui a bougé ces derniers temps. Je vais commencer par une courte présentation de notre société et de qui nous sommes. Tu peux avancer un petit peu, Fabrice, ouais, parfait. Voilà, donc la société IVLM est une société spécialisée du coup dans l'intégration de solutions de gestion et de transformation digitale. Aujourd'hui, on a plus de 30 ans d'expérience sur l'accompagnement de mise en œuvre de solutions de gestion auprès de sociétés. On a 5 implantations en France. Les principales sont du coup Angoulême, Bordeaux et Paris. Ces implantations-là représentent plus de 50 collaborateurs donc dédiés à ces métiers. Nous avons pas mal de clients dans ce domaine. Tu peux changer de slide, du coup, on va passer sur nos principales activités. Aujourd'hui, IVLM a deux activités, donc un métier de revendeur de solutions de gestion
via les marques Sage et Cegid. On intervient aussi bien sur les domaines de la comptabilité finance, gestion commerciale, paye et ressources humaines, BI reporting. Et on a également un métier d'éditeur, donc c'est-à-dire qu'on développe des solutions de gestion autour de la transformation digitale et on peut donc vous accompagner dans tout ce qui est affichage dynamique, création de sites internet et surtout aujourd'hui ce qui nous intéresse, la dématérialisation de documents puisque nous sommes éditeurs de la solution EDDoc qui vous permet de dématérialiser tout process et tout document de votre société. On va faire un focus aujourd'hui sur la facture électronique et pas sur la solution EDDoc, mais bien sur les questions que vous pouvez vous poser sur la facture électronique afin de vous donner toutes les armes pour passer ce cap le plus sereinement possible. Le programme du coup de cette matinée, on va essayer de tenir un timing d'environ 45 minutes. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et puis en fin de présentation, on répondra également aux questions qui ont été posées. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions toujours via la partie chat ou questions de la solution, puisqu'effectivement, étant donné qu'on est pas mal, on a coupé les micros dans un souci de confort, on va dire. Donc aujourd'hui, on va rappeler principalement les contextes, que ce soit sur la génération de la facture électronique, la généralisation, pardon, les contextes légaux, les acteurs, les schémas, afin de vous permettre d'avoir les dernières informations puisque ça bouge énormément en ce moment. Voilà, je te laisse la Eh ben, parole, Fabrice, pour continuer. merci Julie pour cette introduction. Euh, comme le disait Julie, on va pas parler produits aujourd'hui, on va parler, j'allais dire enjeux et puis aspect légal et fonctionnel. Euh, Tous les points qu'on va aborder sont à jour de vendredi, puisque ça bouge énormément. Ça va encore un petit peu bouger, je pense. On devrait avoir, même si tout est clair dans les grandes lignes, les spectres techniques, on espère les avoir au plus tard, au tout début du premier trimestre 2022. Voilà. Quand on aborde ce sujet-là, souvent, de cette généralisation, avec Julie et puis ses collègues, souvent on entend ouh là là, ça va être compliqué. Le but c'est de rendre les choses simples et c'est pour ça que j'aime à rappeler assez régulièrement qu'on a déjà fait pas mal de choses avec l'État et vous avez fait un certain nombre de choses en termes d'informatisation. Alors il y a la dématérialisation de l'alias fiscal, c'était déjà il y a bientôt 10 ans, la déclaration sociale nominative. Euh, Pour certains, ça peut être un peu plus complexe, mais j'allais dire globalement, on va dire que ça fonctionne plutôt bien. Le petit frère de la déclaration, hein, parce que c'est ce qui s'en est suivi, c'est le PAS, le prélèvement à la source. Et puis, le projet, j'allais dire, le plus proche de ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la plateforme Chorus Pro pour toutes les entreprises. C'est-à-dire pour tous les fournisseurs de la sphère publique, que ce soit l'État ou les collectivités locales. C'est sans doute le projet qui, j'allais dire, techniquement et en termes de philosophie, se rapproche le plus du point qu'on va aborder aujourd'hui. Et on va voir en quoi ça se ressemble quand même de façon significative. On a fait un petit rappel. C'est quoi une facture électronique? Euh, Aujourd'hui, et c'est ce qu'on a, c'est le terme définitif dans les textes, facture électronique. C'est un document PDF avec souvent des données associées, j'allais dire, qui accompagnent le PDF. Il y a un deuxième point très très important, et il est tellement important qu'il vient d'être revu par un décret de loi. Aujourd'hui, sauf cas très
j'allais dire, très particulier, qui serait la mise en place d'une piste d'audit fiable très précise et maintenue à jour en permanence et qui en plus n'est pas bilatérale, ou les échanges EDI, sauf ces cas particuliers, dès lors que la facture est fiscalisable, en clair, qu'il y a une récupération de TVA potentielle, elle doit être signée électroniquement. Ça, c'est très très important. On voit encore beaucoup trop de factures non signées. Donc le législateur est venu repréciser ces dernières semaines ce point-là, ce qui laisse à penser que l'année 2022, pour mettre tout le monde, j'allais dire, dans des bons usages, devrait s'accompagner de quelques contrôles et quelques recommandations de ce côté-là. Donc pensez-y, une facture électronique, c'est une facture signée électroniquement, à l'exception des factures dites. Les factures qui s'adressent aux particuliers ont bien entendu pas l'obligation aujourd'hui d'être signées électroniquement. Donc Fabrice, excuse-moi, mais du coup, je me pose une question. Quelle est la différence entre une facture électronique et une facture dématérialisée? C'est Ben, il y a une vraie, c'est une vraie bonne question. Par, j'allais dire, abus de langage, on confond un peu. Une facture dématérialisée, ça pourrait très bien être une facture que vous imprimez et que vous scannez. Euh, ce, on peut considérer que c'est une facture dématérialisée. Cette facture ne porte ni signature électronique et pas forcément en PDF et n'a pas de données associées. Donc, c'est une facture dématérialisée, mais pas électronique. Donc, aujourd'hui, la grande majorité des factures clients peuvent être d'ores et déjà électroniques et vos factures fournisseurs, quand vous les scannez, peut-être que vous les rentrez dans des systèmes de reconnaissance, sont des factures dématérialisées. Donc, c'est une petite subtilité, mais un point important dans les textes par rapport au texte de loi. Aujourd'hui, on parle vraiment de facture électronique. Et un dernier petit point important, si vous recevez une facture électronique, vous devez conserver l'original dans son format d'origine, c'est-à-dire clairement en électronique. Voilà. C'est pour ça qu'elles sont signées électroniquement. Je voudrais revenir rapidement, Fabrice, sur la partie signature. Est-ce que tu peux nous dire concrètement, comment on signe une facture en fait? Euh, alors, pour signer électroniquement une facture, pareil, hein, le législateur ne donne pas forcément les moyens, mais dit à quoi correspond une signature électronique. Aujourd'hui, le moyen le plus, j'allais dire le plus simple et probablement le plus répandu parmi vous, c'est, vous savez, cette petite clé USB avec un code que vous êtes peut-être allé récupérer à la CCI ou via votre banque ou des choses comme ça, qui vous permet de valider les appels d'offres, qui vous permet de faire des virements sécurisés et BixTS. C'est aujourd'hui la meilleure garantie d'identité numérique qui permet de signer électroniquement. On peut le faire aussi avec du cachet serveur ou en faisant appel à des signatures dans le cloud, mais c'est la piste privilégiée, d'autant plus que c'est la seule qui aujourd'hui répond, j'allais dire efficacement aux obligations légales. C'est celle qui est d'ores et déjà pratiquée, d'ailleurs, sur la plateforme des docs depuis de nombreuses années. Alors, ce fameux article 153 de la loi Finance 2020, dans le document, je vous ai, autant que faire se peut, on vous a mis les liens sur les articles, sur les sources. Bon, les objectifs, ils sont clairs, hein, et vous allez voir pourquoi, c'est lutter contre la fraude à la TVA. On dit que c'est environ 12 milliards. Il y a des chiffres de 20, j'ai entendu hier à la radio. Enfin, de toute manière, c'est une perte énorme pour les États. Cette loi de finances, c'est essentiellement l'application d'une directive européenne qui visait à ce qu'il n'y ait
plus de factures papier dans l'Union européenne au 1er janvier 2025. On va voir qu'il y a eu quelques ajustements parce qu'il y avait un peu de retard, mais rappelons-nous quand même, et je le dis parfois en blaguant, mais que les Italiens y sont passés, les Grecs y sont passés, le Portugal aussi, que l'Espagne est bien avancée. Donc on devrait y arriver. Voilà. Mais on va voir dans son mécanisme une lutte contre la fraude à la TVA. Un deuxième objectif, c'est baisser les coûts de gestion et de déclaration. Et on va voir comment les mécanismes mis en place vont vous permettre de bénéficier d'une déclaration de TVA pré-remplie. Sur le principe, retenez que ça fonctionne un peu comme l'ADSN. J'envoie des flux et au fur et à mesure, mon déclaratif se constitue. Harmoniser et faciliter les échanges interentreprises, il y a environ 2 milliards de factures qui s'échangent en France. Je suis à peu près sûr, et peut-être qu'on aurait dû mettre un petit sondage dessus, Julie, que vous avez des clients qui vous demandent des formats de facture un peu spécifiques, dès lors qu'ils souhaitent avoir des traitements automatisés, donc soit sur des dépôts de plateformes propriétaires, soit via de l'EDI ou des choses comme ça. Pour le coup, ça facilite pas les échanges. Donc, dans le contenu de la loi et dans les obligations, il y a vraiment une simplification de ces échanges-là. Et puis le dernier point, les États souhaitent disposer d'informations macroéconomiques en temps réel, ne serait-ce que pour faire avoir des actions fiscales ou financières sur les secteurs où les plus, j'allais dire, les plus touchés. Et le cas de la pandémie en est un bon exemple de ce côté-là. D'accord. Les points, Fabrice, oui. tu l'as dit tout à l'heure, mais pour bien insister dessus, on est d'accord que du coup, la partie facture avec les particuliers n'est pas concernée hein, par cette dématérialisation obligatoire des factures. Alors, oui et non. La partie obligatoire, et on va le voir dans les dates, ne couvre pas pour l'instant de particuliers. Au bout de l'horizon, il y aura bien entendu les particuliers. Ce ne sera pas sous forme de facture, mais d'un flux de reporting TVA. On y viendra un peu dans le détail, voilà, sur cette partie-là, pour la préciser, mais à terme, toutes les factures vont être touchées. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les factures pour les particuliers n'ont pas l'obligation d'être signées, mais elles vont passer par le point de reporting. Mais c'est une question très très importante qu'on nous pose souvent, ça, Julie. Voilà. Les points importants à retenir. Alors, les petites modifications qu'il y a eu par rapport aux premières communications. On avait la date en tête du 1er janvier 2023, c'était repoussé au 1er juillet 2024. Vous aurez l'obligation, tous qui êtes ici, d'être en capacité d'accepter les factures électroniques. Et ça, c'est important. Ça veut dire que vous devrez être en mesure, et vous n'aurez plus le moyen de refuser, de recevoir des factures électroniques. Et pour le coup, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous ne la recevrez pas dans votre boîte mail. Et on va voir comment vous allez les recevoir. Et quand je dis toutes les entreprises, y compris les TPE, toute organisation ayant un sirène aura cette obligation-là. Voilà. 1er juillet 2024. Mais on ne va pas s'affoler parce que vous allez voir que le système est bien pensé. L'obligation d'émettre, elle est un peu différente. Et on retrouve cette date du 1er juillet parce que dès lors que les grandes entreprises ont l'obligation d'émettre, il est entendu que tout le monde a l'obligation de recevoir. Si EDF fait de la facture électronique et que vous ne pouvez pas les recevoir, on va avoir un sérieux problème de fonctionnement. Donc le calendrier, c'est un peu le calendrier, l'échéancier qu'on avait eu pour Chorus Pro. Les grandes entreprises, 1er juillet 2024. Les ETI, 1er janvier 2025. Les ETI au sens européen. Et PME, TPE et indépendants, associations même, au 1er janvier 2026. Voilà. Donc, c'est les dates qu'il faut retenir.
Alors, comment on va faire pour recevoir ces factures électroniques? Parce que si vous devez appeler tous vos fournisseurs pour leur donner votre adresse et tout ça, et puis c'est de toute manière, ça va pas fonctionner comme ça, va y avoir un annuaire global qui va être mis à disposition. En clair, vous pourrez vous connecter sur une plateforme, un minimum une plateforme nationale, une plateforme d'État, où il y aura un grand annuaire et en face de votre numéro de sirène, vous mettrez globalement la plateforme sur laquelle vous souhaitez recevoir vos factures. Aujourd'hui, les factures, on parlait d'EDF, on parlait par exemple des opérateurs téléphoniques, qui vous les déposent sur ce qu'ils appellent votre espace, mais en fait qui est leur, mais votre espace privé, et vous devez vous connecter sur plein de plateformes différentes. Mais là, il y aura, vous pourrez avoir un seul endroit où vous aurez toutes vos factures et vos fournisseurs seront tenus de déposer à cet endroit-là. Et vous renseignerez cet endroit, cet espace-là, vous le renseignerez dans un annuaire global qui sera mis à disposition de tous les émetteurs de factures. On l'a dit, il y aura des formats standards et ce qu'on appelle des standards hybrides qui seront définis, qui sont d'ores et déjà d'ailleurs définis. On entend par standard hybride des formats qui peuvent être lus aussi bien par l'humain, c'est-à-dire clairement un PDF pour nos yeux, et par les machines, un PDF avec des données associées, comme une vraie facture électronique, et on ne parle que de facture électronique. Jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. Le cinquième point est, je ne vous le cache pas, à mon avis, un peu plus complexe de notre avis et de la vie générale. Comme pour ceux qui pratiquent Chorus Pro, il y aura une gestion des statuts des factures émises et reçues, c'est-à-dire que dès lors qu'un fournisseur vous aura mis à disposition sa facture, vous devrez renseigner le statut d'une manière ou d'une autre, notamment principalement sur la plateforme de réception. En clair, j'accepte, je refuse, voilà, ou je paye. Voilà. Est-ce que nous avons des questions sur ces points particuliers, Julie? Ou est-ce qu'on a Non, déjà... visiblement non. On a eu des questions, mais je pense qu'on refera un petit point à la fin pour être bien clair parce que ça concerne pas spécialement ce point-là. Je Alors, pense que c'est très clair. il y en a une sur laquelle je vais revenir une dernière fois, qui est alors une facture PDF générée par un logiciel de facturation n'est pas forcément une facture électronique. Votre question est d'une part pertinente et particulièrement précise. Ce qui est important dans votre question, c'est le pas forcément. Effectivement, dès lors qu'elle n'est pas signée, ce n'est pas une facture électronique. Voilà. Si le logiciel de facturation permet la signature, je ne vous cache pas, c'est quand même relativement rare. Pour tout dire, je peux pas en avoir vu. Mais un PDF dans un mail non signé n'est pas une facture électronique au sens de la loi de 2013 et On, on- de tout ce qui a été déclaré. oui, on peut vite le voir, il me semble, qu'une facture est signée parce que le PDF, quand vous l'ouvrez, il y a un petit bandeau qui donne une information très claire, hein, disant que, en gros, ce document embarque au moins une signature, hein, il me semble, Fabrice, c'est visible, hein, Ouais. quand le PDF est signé. J'essaierai d'en montrer un tout à l'heure. Voilà, pour essayer de matérialiser cette chose-là. Maintenant qu'on a vu les points importants à retenir, j'allais dire, on va aller sur les acteurs. Il y a deux acteurs à minimum, hein, vous, les entreprises, enfin vous et nous hein, d'ailleurs, hein, enfin, toutes les entreprises, grands groupes comme TPE, comme travailleurs indépendants. Donc l'obligation d'accepter, l'obligation d'émettre. Et puis le deuxième acteur indispensable au bon fonctionnement, puisqu'on se souvient quand même des objectifs, hein, c'est d'éviter la fraude et globalement aussi d'avoir des informations. Donc c'est aujourd'hui son dernier petit nom, c'est la plateforme publique de facturation. Donc elle a changé de nom assez régulièrement au cours du projet, donc ce sera peut-être pas son nom définitif. En clair, c'est un Chorus Pro pour les échanges privés.
Cette plateforme publique, c'est elle qui aura la centralisation de l'annuaire. La centralisation de l'annuaire, ça ne veut pas dire qu'elle est la seule détentrice de l'annuaire. On verra que cet annuaire pourra être mis à disposition de partenaires certifiés. Mais si vous voulez avoir une adresse juste de distribution, elle sera sur cette plateforme publique. Donc il y aura tous les numéros de sirène ou de sirette, ça c'est pas encore bien précisé, mais j'allais dire, il y aura tout ce qu'on a dans la base sirène. Et en face de la base sirène, eh ben, on mettra l'endroit où on veut recevoir sa facture fournisseur au 1er juillet 2024. Exemple, je souhaite le recevoir sur la plateforme publique. Je souhaite le recevoir chez EDDoc. Je souhaite le recevoir, bah voilà, ou ailleurs. Mais vous n'aurez juste ça à faire, ce qui veut dire que si demain vous changez d'endroit de destination, vous n'avez qu'un seul endroit à aller, c'est sur cet annuaire-là. Le deuxième point important, la plateforme publique, il faut bien voir qu'on va lui envoyer des flux, et dans ces flux-là, il y aura les données de TVA. En clair, dès lors que vous émettrez une facture électronique, il partira directement, j'essaie de schématiser, hein, à la DGFiP, la TVA associée à la facture que vous venez d'émettre. Il y aura un certain nombre d'informations, on le verra tout à l'heure, mais directement, un peu comme si aujourd'hui, en postant une facture, en mettant une facture à la poste, votre déclaration de TVA se remplirait. Donc, c'est ce qu'on appelle le flux 1 dans les textes de loi. Donc, transmission directe des données de TVA à la DGFiP, facture par facture pour le B2B et en Z de caisse pour le B2C. La plateforme devrait permettre un service minimum d'envoi et de réception, c'est-à-dire que vous n'aurez pas l'obligation de passer par des plateformes partenaires. Le service minimum n'étant pas encore, c'était un vaste débat vendredi, n'étant pas encore complètement défini dans le périmètre. Et puis la plateforme pourra centraliser la gestion des statuts et pour certains, vous allez voir l'importance de la gestion des statuts. Tu peux juste nous dire, Fabrice, par rapport au service minimum, vers quoi on s'orienterait ou c'est pas du tout Alors, défini? oui, alors on a déjà des pistes. Les pistes, c'est que on aura un minimum le périmètre qu'on connaît aujourd'hui pour Chorus Pro pour la sphère publique, c'est-à-dire la saisie en ligne de facture, qui n'est pas pratique dès lors qu'on fait un peu de facturation dans le mois, mais pour un indépendant qui ferait deux factures, on peut le faire. Le D'accord, donc pas de dépôt, dépôt en masse des non, factures, hein, pas non, d'automatisation ni de non, dépôt en masse. pas, pas de dépôt en masse, pas de dépôt en masse des factures. La vaste question qui demeure, et là c'est le législateur qui décidera, est-ce que la plateforme archivera ou pas des factures. Voilà. D'accord. On devrait avoir le spectre complet des, du fonctionnel de la plateforme publique de facturation, je pense au printemps 2022. Ce qui nous donnera l'occasion de réaliser un autre webinaire. Eh ben oui, voilà. Donc on a ces deux acteurs et puis il y a un certain nombre d'acteurs puisque l'État, le législateur, contrairement par exemple à l'Italie où il n'y a que la plateforme publique qui intervient, a souhaité qu'il y ait des opérateurs privés qui puissent faire tout ce que la plateforme publique ne peut ou ne souhaite pas faire. Et ben, comme le disait Julie, par exemple, l'envoi de masse. J'envoie 200 factures. Ce sera, j'allais dire, une des capacités des opérateurs de dématérialisation ou des plateformes de dématérialisation partenaires. Je vous ai dit aussi, il y aura un annuaire centralisé qui sera, j'allais dire, opéré par la plateforme publique de facturation. Cet
annuaire, comme l'annuaire Chorus Pro, sera synchronisé avec les plateformes de dématérialisation partenaires. C'est-à-dire que ces plateformes-là ont la capacité à connaître directement l'adresse de dépôt des factures qu'on lui aura confiées. En échange de quoi les plateformes de dématérialisation partenaires vont garantir la conformité, c'est-à-dire notamment le respect de toutes les règles liées à la facture et l'interopérabilité, c'est-à-dire que la facture puisse être lisible par tout un chacun, tant par l'humain que par les machines. Et c'est la plateforme de dématérialisation. Elles auront aussi la capacité d'envoyer le flux de TVA pour la DGFiP. Voilà. Donc ça, c'est pour les plateformes partenaires. Les opérateurs de dématérialisation, eux, vont surtout faire du dépôt en masse. Voilà. Ce sera le socle minimum. Et puis, les éditeurs de logiciels de facturation auront aussi un peu de travail, puisqu'il serait bon qu'on puisse avoir directement des documents, excusez-moi, à la norme qui est, semble-t-il, celle qui sera retenue, le N 16931, qui est une norme ouverte de FactureX. Voilà. Donc, si je récapitule rapidement de cette slide pour être sûr d'avoir bien compris, il y a les éditeurs de solutions de gestion, donc de gestion commerciale et de facturation, qui vont devoir générer les factures selon la norme EN 16931. Les opérateurs de dématérialisation tels que EDDoc, qui seront appairés à la plateforme de dématérialisation partenaire PDP, qui permettront du coup de faire des dépôts en masse et d'automatiser un maximum de flux. Et enfin, cette plateforme de dématérialisation partenaire qui sera quand même ouverte au dépôt manuel pour les plutôt TPE ou auto-entrepreneurs et tout ça. Non, la plateforme de facturation, la plateforme publique de facturation, Julie. Oui, Le dernier point. oui, ouais, d'accord. Voilà. Oula, on vient de prendre une salve de questions, Julie. Oui, dans l'annuaire unique notamment, ouais, tout à fait, je viens de les voir. Voilà. Alors, on va essayer d'y répondre. Euh, alors, il y a, sur les motifs de refus, je pense qu'on va gérer des motifs. Je ne sais pas si ce sera obligatoire ou pas, et ça, c'est encore en cours de définition. Notamment, excusez-moi, je vais boire un petit verre d'eau. Sur les motifs de refus et sur les statuts aujourd'hui, on en a 3. Il y a des gens qui en souhaitent une demi-douzaine. C'est un des points qui est peut-être le moins avancé, le statut. Mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir. On nous a dit fin décembre, ce devrait être statué sur les statuts et sur les motifs. Dans l'annuaire unique de l'entreprise, alors, oui, je vais essayer de répondre parce qu'il y a 2-3 lettres qu'on a un peu zappé. Dans cet annuaire unique, pour être précis, vous aurez le choix de la plateforme, donc comme le disait Julie, hein, sur la plateforme publique de facturation, soit une plateforme de dématérialisation partenaire. Non seulement vous aurez le choix de la plateforme, mais en plus vous pourrez être multiplateforme. Clairement, vous pourriez dire que vous gérez des plateformes différentes par SIRET ou éventuellement par service, si tant est que cette information soit portée dans le document. Mais vous pourrez être multiplateforme de réception. J'en parlais moi avec un client la semaine dernière qui n'envisage pas d'avoir la même plateforme pour les frais généraux que pour les factures liées à la production. Voilà. Vous pourrez être vraiment multiplateforme de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Euh, alors, non. Et la question, je dis non, je n'ai pas donné la question. C'est je facture X clients, je dois déposer les factures sur chaque plateforme de mes clients ou je dépose sur ma plateforme euh, ma plateforme. Alors,
c'est extrêmement simple. Vous faites vos factures et dès lors qu'ils sont traités par une plateforme, c'est la plateforme qui va s'occuper de distribuer. Donc c'est la plateforme qui va interroger. En clair, globalement, vous pourriez ne pas connaître la plateforme du client, de votre client. Donc vous n'avez pas à vous en préoccuper. Donc ça veut dire globalement, et vous allez voir, c'est assez malin. Ça veut dire que dans toutes vos factures, il y aura le numéro de sirène de votre client. Et avec ce numéro de sirène, on va interroger l'annuaire et avec l'annuaire, on aura l'adresse de dépôt. Voilà. Et pour être complet, une des adresses, puisque on a dit qu'il pouvait avoir plusieurs plateformes éventuellement, mais il devra avoir une règle métier pour. Voilà. Donc vous n'avez, en termes de simplicité, dès lors que vous avez une plateforme et dès lors, y compris la plateforme publique et le numéro de sirène de votre destinataire qui est obligatoire, vous n'avez à vous préoccuper de rien, ce qui simplifie énormément les choses. Donc l'émetteur ne s'occupe de rien et le destinataire ne peut n'avoir qu'un seul endroit où il retrouve toutes ses factures. Alors, il y a une autre question. Comment rattacher la facture électronique et le devis dématérialisé signé, comme demandé par la DGI sur la piste d'audit fiable? Alors ça, c'est un vaste. La piste d'audit fiable est un vaste débat. Et ce débat-là, j'allais dire, est un peu, et finalement même complètement réglé dès lors qu'on fait une facture signée. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, j'allais dire, dès lors qu'on signe une facture électronique, on n'a pas cette obligation d'avoir des devis signés. Voilà. Si la DGI vous l'a demandé, je suis un petit peu surpris. Euh, je suis en train de regarder juste une chose parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Comment se passe-t-il pour les clients étrangers? Vous aurez un flux de reporting comme pour les clients, j'allais dire, les clients particuliers. Ça partira dans un flux de reporting. Voilà. Fabrice, à ce sujet, on va peut-être un petit peu avancer sur la Oui, présentation pour tenir le timing. Et puis, de toute façon, on répondra aux questions à la fin, si tu veux bien. oui, tout à fait. Parce qu'en Parce que plus, il se peut qu'on ait des questions sur des sujets que l'on va aborder un petit peu plus tard. oui, tout à fait. Alors, juste pour résumer tout ce qu'on vient de dire. Plusieurs possibilités. Vous voyez, la possibilité, le fournisseur et le client ont opté pour la plateforme de facturation, la plateforme publique de facturation. Le fournisseur émet sa facture, la dépose sur la plateforme lit le sirène, s'aperçoit que le sirène attend sur cette plateforme-là et tout est fait. Le flux de TVA qu'on n'a pas indiqué pour des raisons de simplicité est parti à la DGFiP. C'est le cas le plus simple. Le cas, vous voyez, on passe au cas 4 directement. Le fournisseur a sa plateforme de dématérialisation parce qu'il attend des services, parce qu'il a de la masse ou des choses comme ça. La plateforme de dématérialisation interroge l'annuaire, s'aperçoit que le destinataire attend sur sa plateforme à lui sa réception. Donc les deux plateformes, comme elles sont partenaires, peuvent échanger le document et la plateforme de l'émetteur envoie le flux de TVA quoi qu'il arrive. C'est le seul cas où le document ne passe pas par la plateforme publique de facturation quand les deux ont une plateforme de dématérialisation. Et puis les cas 2 et 3, ça peut être mixte, hein, comme vous le voyez. Le fournisseur utilise la plateforme publique pour facturer et son client l'attend sur une plateforme de dématérialisation ou l'inverse. Voilà. C'est globalement les trois architectures que l'on va retrouver dans les échanges d'une part de facture, et je l'ajoute, hein, bien que ça n'apparaisse pas sur le schéma pour des raisons de simplification, de construction du flux de TVA. Ce schéma-là reprend l'ensemble des échanges, mais on voit bien qu'au final, ici, juste pour vous montrer, hein, c'est la plateforme nationale qui, au final, s'occupe de la déclaration fiscale.
Et on va voir pour que ça fonctionne bien, quelles sont les données qu'on doit mettre en œuvre. Les avantages de la réforme. Réduction des coûts de traitement tout au long de la chaîne. Et pour revenir à une question tout à l'heure d'une personne qui demandait quid pour attacher les devis, pour faire la piste d'audit fiable et tout ça, la facture électronique obligatoire va énormément simplifier ces obligations-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que souhaite la DGI quand elle demande éventuellement de constituer une piste d'audit fiable, qui est une condition nécessaire mais souvent pas suffisante. C'est est-ce que qui est bien l'émetteur de la facture? Est-ce qu'il est bien réel? Est-ce que ça correspond réellement à un service, un bien ou un service? Et est-ce que c'est on va être clair, est-ce que la date indiquée est bien la date à laquelle ont lieu toutes les opérations? Dès lors, comme on l'a dit tout à l'heure, que la facture euh, est en temps direct à la DGI, faire une facture au mois de mars sur l'exercice de l'année précédente, ça va être un peu compliqué, enfin, voire impossible. Faire une facture sur laquelle on va, j'allais dire, qui n'a pas franchement de destinataire, ça va être aussi un peu impossible. Donc globalement, toute cette partie-là va nous permettre quand même de réduire fortement nos coûts de traitement. Et globalement aussi la charge administrative sur le processus de gestion de la fiscalité. À terme, moi je ne ferai pas le pari que 100% de la déclaration de TVA sera faite. Il y aura quelques j'allais dire éventuellement rectifications à faire, mais on peut penser que 90% de la déclaration de TVA sera prête avec ces échanges de factures. Automatisation et rationalisation des processus de facturation, ça revient un peu à une question de tout à l'heure. C'est dans la mesure où j'ai plus besoin de connaître l'adresse mail, que j'ai juste l'obligation de mettre le sirène pour interroger l'annuaire. On va quand même fortement simplifier cette partie-là. Meilleur accès et suivi des processus de facturation. On l'a dit tout à l'heure, ça va quand même être un point qui va être délicat et pas forcément le plus léger à gérer. C'est de dire si j'accepte ou si je refuse. Quelqu'un nous demandait est-ce qu'on pourra mettre les motifs. Il y a un vrai travail dessus à faire. Il y a une vraie communication entre les systèmes d'information. Mais si tout le monde joue le jeu, et on verra pourquoi tout le monde a intérêt à jouer le jeu, ça va nous faire gagner du temps. Autant dire que si j'ai une facture qui est refusée, autant que je sache tout de suite. In fine, on fait tous le pari d'une amélioration de la relation commerciale. On peut avoir un litige sur une facture, mais plus on est proche de la date d'émission pour déclarer le litige que de la date de mise en demeure, mieux c'est quoi qu'il arrive. Voilà. Il y a pas mal de questions qui sont arrivées, Julie. Oui, j'ai Je vu. pense, je pense qu'on les prendra, comme les trois quarts, j'ai pas les réponses. Non, je rigole, on doit avoir un certain nombre de réponses. On les prendra à la fin de ce côté-là. D'autant plus que je vois l'heure courir et je vois la diapo suivante qui va nous faire mal à la tête. C'est la gestion des formats des documents. Alors, je vais rapidement vous expliquer pour que vous puissiez le regarder à tête reposée. Vous allez avoir, j'allais dire, plusieurs formats. Comme tout à l'heure, Julie posait la question, la différence entre une facture dématérialisée, une facture électronique. Il va falloir faire attention parce que dans les mois qui viennent, on va plutôt parler de facture X et il y aura peut-être un abus de langage. Clairement, il y a d'ores et déjà de la facture X, mais qui n'est pas forcément compatible avec les nouvelles lois. En fait, il y a plusieurs formats, c'est selon le type de données qu'on met dans la facture.
Le but, et c'est peut-être pour ça aussi que la réforme en France a pris un peu plus de temps, c'est qu'on a un système de facturation complexe et finalement très moderne, et ça c'est grâce ou à cause de l'EDI, qui a énormément structuré les données électroniques dans une facture. Donc les factures X, entre guillemets, ont les noms de Basic WL, Basic. Il faudra du basique vraisemblablement en 2026 à minimum obligatoire, c'est même quasi sûr. Et la tendance, c'est d'aller sur les factures X à la norme 16931 et je vous encourage à viser directement cette norme-là avec vos partenaires, que ce soit les partenaires éditeurs ou les partenaires plateformes, de façon à couvrir le maximum de cas d'usage. Il y aura besoin de quelques données de ligne très rapidement, euh, mais j'allais dire c'est quelque chose, le format qui a son importance et qui est la base de la réussite. Donc des documents hybrides, on l'a vu, plus de 30 informations obligatoires et un format universel espéré. Je crois qu'on peut enlever l'espéré parce que ça a été acté. Les 30 infos obligatoires, alors on s'affole pas. On s'affole pas, pourquoi? Parce que globalement, la majorité en théorie, ils y sont déjà. Le numéro d'identification unique, sirène, le numéro d'intracom et tout ça. Alors, on en a quand même un petit peu isolé quelques-unes. La première qui fait normalement se renverser tout le monde, c'est le numéro unique de facture. Et c'est bien compréhensible parce que, on l'a dit, à chaque flux de facture B2B, un flux de TVA, donc il faut bien un numéro de facture et pour pas mélanger vos factures les uns avec les autres, il faut un numéro de facture unique. Donc il n'y aura pas deux factures en France qui auront le même numéro. Bon, rassurez-vous, ils ont été assez pragmatiques. Ce sera vraisemblablement une concaténation du numéro de sirène et de vos numéros internes. C'est le plus probable. Et du coup, Fabrice, qui sera chargé de générer ces numéros? Alors, c'est une bonne question, Julie. Soit le logiciel de gestion de D'accord, donc là, facturation, les éditeurs vont devoir faire des modifications du coup dans leur des solution. tout à fait. Et ils en ont aussi à faire, on l'a vu pour les formats d'émission, hein, pour qu'ils soient à cette fameuse norme N 16931. Ou si l'éditeur ne le fait pas, les plateformes, et c'est, j'allais dire, un des rôles qui pourrait être important pour les plateformes, auront capacité à reconstituer la facture. Mais avec quand même une limite, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'original, c'est la plateforme qui le détient. Ah, parce qu'aujourd'hui, Edeloc, il sait prendre un numéro de facture, ajouter un numéro de sirène et dire c'est le numéro de facture définitif. Simplement, c'est pas celle que vous avez dans votre système et c'est celle-là qu'il faudra signer et archiver. Mais c'est tout à fait une possibilité. Le législateur aussi, on va avoir des factures rectifiées. Vous savez, c'est les fameuses factures qu'on envoie et quand le client la reçoit, il dit c'est pas tout à fait, je la veux pas présenter comme ça et tout ça, je la mets à la poubelle. Bon, donc il a créé la facture rectifiée. Des mentions d'auto-liquidation, d'intracom ou des choses comme ça c'est pour les factures à l'étranger dont on parlait par exemple tout à l'heure. Et puis la catégorie de l'opération liée à la facture, et ça c'est pas neutre, et ça peut apporter une première réponse sur une question que j'ai vu passer. Les catégories de l'opération, LB pour livraison de biens, PS pour prestation de services, et puis mixte LBPS. Tout l'enjeu, vous l'avez compris, c'est de se projeter dans une déclaration de TVA sur les encaissements. Voilà. D'où l'intérêt aussi des statuts pour cette fameuse TVA sur les encaissements. Ces 24 blocs de données obligatoires, ça c'est au départ, il y en aura des supplémentaires par la suite à horizon 2026. Donc on le voit, des choses qui se font à plusieurs niveaux. Alors, l'agenda pour les entreprises. Votre agenda à vous.
je le répète, avant le 1er juillet 2024, déclarez dans l'annuaire centralisé euh, ou, ou sur votre plateforme partenaire votre adresse et le format de vos factures fournisseurs. En clair, de dire, eh ben, moi je veux du basique WL, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces factures-là, sur la plateforme des docs ou jeu de laine 19 16 931 sur la plateforme publique, et ça au 1er juillet 2024. Et cet annuaire-là sera interrogeable, je le mets entre guillemets, hein, par tous vos fournisseurs. Pas directement, mais voilà. Et pourquoi pas directement? Tout simplement pour vous éviter de recevoir des factures qui ne vous seraient pas adressées. Pour ça qu'il sera très très sécurisé. Je vous l'ai dit, privilégier à minima le format basique à 100%, conforme, 100% conforme à la norme EN 16931. Assurez-vous que soit votre logiciel, soit votre plateforme puisse gérer ce format-là. Ça nous semble globalement et le Forum national de la facture électronique dont on fait partie a mis beaucoup d'énergie pour qu'on ait un format simple et ouvert. Donc, évitons tous les formats un peu exotiques. Ne sous-estimez pas la gestion des statuts et comme le disait Julie, je crois qu'on aura le plaisir peut-être de faire un point sur ce sujet-là dès qu'on en saura un peu plus au printemps. Pour savoir quel va être, j'allais dire, le meilleur endroit pour gérer ces statuts-là. Et puis, je dis qu'il va falloir, c'est le moment ou jamais de réfléchir à ces processus de gestion des factures fournisseurs en termes de volume. Si je reçois 5 factures, mais c'est assez rare de recevoir 5 factures fournisseurs, parce qu'il y a des fournisseurs, j'allais dire, quasi obligatoires. Les données attendues, si je veux mettre en place de la comptabilisation automatique, peut-être de l'analytique, peut-être de la validation, ou du rapprochement avec les achats, comment je gère mes règlements, comment je gère mon archivage. Et tout ça, c'est des questions qu'il est bon de se poser parce que les choses vont changer. Vos armoires, vous allez plus y mettre vos factures clients et fournisseurs, vos armoires physiques. Certains tampons de validation, vous savez, ce fameux document de facture qu'on photocopie, qu'on fait passer d'un bureau à l'autre, n'ont plus de raison d'être. Donc, il y a votre environnement de travail va se digitaliser, j'allais dire par la force des choses. Profitez-en pour remettre à plat un certain nombre de processus dans l'entreprise. On l'a dit aussi, en 1er janvier 2026, on l'a vu selon vos tailles, hein, il y en a pour lesquels ce sera au 1er janvier 2025. Je pense que la majorité des gens qui sont présents sur cette session. Mais comme on l'a fait pour nos factures fournisseurs, on va le faire pour nos factures clients. Puisque ce serait cette obligation d'émettre, mais je pense qu'en PME notamment, vous avez la capacité de mener simultanément ces deux réflexions, même si on n'aime pas trop dire que les achats sont un miroir des ventes. Et, je pense, je suis pas tout à fait d'accord, hein, c'est pas un miroir, mais il y a quand même des processus sur lesquels on peut, j'allais dire, faire des similarités. Les domaines concernés, hein, quels que soient j'allais dire les achats ou les ventes, hein, vos ERP ou gestion commerciale, le service comptabilité, parce qu'il y a toute la gestion des statuts qui va les impacter, les ADV, le contrôle de gestion, le service informatique, et j'insiste, les directions ont, j'allais dire, leur part importante au sujet, dans la mesure où ça va changer l'organisation et éventuellement une partie des ressources humaines dans l'entreprise. Eh bien, on a presque fini, Julie. On a à peu Tout à près fait. tenu les délais. Mhm. Euh, on a essayé de faire un résumé. Le format hybride, l'utilisation de l'annuaire centralisé, l'e-reporting, c'est le nom, je suis désolé pour l'anglicisme, qui est utilisé dans le texte de loi, l'e-reporting fiscal pour la déclaration de TVA. Donc en B2B, un flux par facture, en B2C, un flux global dont on n'a pas encore la périodicité.
et à l'international, c'est pas encore décidé si ce sera un flux par facture à l'international ou un flux global. Mais ce flux de reporting est important et il devra forcément passer par une plateforme pour être généré. L'échange des statuts entre les clients et les fournisseurs. Ah, voilà pour les grands points. Et puis, on peut vous accompagner d'ores et déjà. Julie le disait en préambule, hein, ça fait, euh, ça fait longtemps que la plateforme des fait déjà de la facture électronique répondant aux règles fiscales. Faut s'y mettre le plus tôt possible, même si tous les périmètres ne sont pas encore complètement définis. On va pouvoir passer aux questions. J'avais un petit point juste sur lequel je voulais revenir, Fabrice, parce qu'on est passé très très rapidement. Il faut savoir quand même que toutes ces informations-là qu'on vous communique aujourd'hui, on les a pas inventées forcément. Il faut savoir que Ok. DEDOC est adhérent quand même au Forum national de la facture électronique. Donc ce Forum national de la facture électronique, en fait une association qui a pour mission de mettre en contact les acteurs publics et les acteurs privés afin effectivement de mettre en œuvre cette facture électronique et qu'elle soit gérée la plus simple possible. Et en fait, on fait donc partie de ce forum et on a les informations au plus rapidement et au plus juste de ce que l'on peut vous fournir. Et donc le but, hein, il y a plein de ce forum, donc cette association, elle est composée de plein de sociétés privées, justement comme je vous disais, pour essayer de mettre en œuvre le plus simplement possible cette facture électronique et cette centralisation et cette obligation du coup. Alors, j'ajouterai 2 points, là-dessus, Julie. Alors effectivement, on les a pas inventés et elles s'enrichissent au fil de l'eau. Donc là, c'est des informations qui datent de vendredi dernier. On a rectifié quelques petites choses et tout ça. Donc, elles ont vocation à évoluer dans le temps. Et à ce forum-là participe la DGFiP. Donc, c'est pas que des acteurs privés et l'AIF qui est l'agence de l'informatique de l'État. Donc, c'est surtout pour que ça se passe au mieux entre les divers acteurs. C'est en ça où il a son importance. On va pouvoir passer à quelques questions. C'est ça, qui Euh, n'ont pas été répondues, enfin auxquelles on n'a pas répondu. Alors je passe. Hop. Donc on nous demandait, pour refaire un point rapidement, du coup, on répète, alors une facture PDF générée par un logiciel de facturation, effectivement, aujourd'hui, on peut dire que dans 90% des cas, ce n'est pas une facture électronique comme on l'attend le législateur ou le décret. Il y a très peu de logiciels de gestion qui permettent d'éditer des factures électroniques. Tout simplement parce qu'elles sont pas signées, hein. C'est ça, Fabrice, tu oui, m'arrêtes tout si je à raconte fait. des bêtises. Tout à fait. Signé électroniquement. Ok, alors on a eu une question, je voudrais la retrouver. C'était effectivement une question par rapport à l'annuaire. Je ne sais pas si tu la vois, Fabrice, un annuaire X plateforme, X type d'accès et process. Il n'y aura pas de plateforme unique. Est-ce qu'on pourrait peut-être éclaircir un petit peu plus ou revenir sur la Vous- slide qui alors, reprend vous aurez le choix, vous, d'avoir une plateforme unique, que ce soit la plateforme publique de facturation ou un partenaire, et vous pourrez être multiplateforme. Donc, tant en tant et vous aurez le choix en tant que destinataire de facture et en tant qu'émetteur, vous n'avez pas à vous préoccuper du nombre de plateformes gérées par votre client. J'allais dire, c'est extrêmement simple comme principe de ce côté-là. Donc, il n'y aura pas une seule plateforme en France, il y aura cette plateforme publique et quelques plateformes partenaires. Et à vous, parmi cette offre-là, en fonction de vos objectifs, en fonction des services attendus, en fonction d'un certain nombre de points dont vous êtes complètement, j'allais dire, vous êtes totalement libre, vous choisirez le ou les plateformes avec lesquelles vous souhaitez travailler. Sachant que l'obligation d'interopérabilité vous permettra techniquement, je vais dire techniquement, parce qu'après il est partie contractuelle, de passer facilement d'une plateforme à une autre. Voilà.
Mais techniquement, on aura de la donnée lisible par tous et qui permet vraiment de conserver son libre choix de ce côté-là. Ok. Une autre question aussi qui me paraît pertinente, c'est donc la fin des factures à télécharger sur le site de nos fournisseurs, Fabrice. Et oui, vous les chargerez sur votre site à vous. En fait, vous n'irez plus sur le site d'EDF, ou alors, je prends EDF, hein, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, hein, à la limite. Vous aurez votre espace centralisateur. Voilà, c'est fini. Voilà, donc ça va énormément simplifier les choses. Ok. Il y a encore quelques questions sur comment sera gérée la TVA sur encaissement et également quid des traitements des factures liées aux notes de frais. Est-ce que tout ça, ça fait partie des évolutions réglementaires? Alors, facture sur les encaissements, le sujet est sur la table, et on l'a vu tout à l'heure, hein, je suis en train de rechercher dans le slide. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé de livraison de biens, prestation de services. C'est bien qu'il y a un début d'approche sur la TVA sur les encaissements. Si en plus on y lit le statut réglé, on n'est pas loin du résultat. Alors maintenant, je vais être clair, hein, c'est pas parce que j'ai dit que je règle une facture qu'elle est réglée. Voilà. Est-ce que demain on nous demandera les règlements directs? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est par la catégorie de l'opération et le statut du règlement qu'on pourra avoir une approche déjà euh, au moins quantitative de la gestion de la TVA sur les encaissements. Ok, très bien. Enfin, je pense que c'est la dernière question à laquelle on n'a pas répondu. Si j'ai plusieurs établissements, il vaut mieux indiquer le SIRET que le SIREN afin de recevoir la facture sur le bon établissement. C'est plutôt sur la gestion effectivement de référencement de Oui, l'entreprise, je pense. oui. Alors pour cette partie-là, effectivement, on pourrait l'entendre comme ça. Simplement pour la partie, on va dire purement comptable euh, ou comptabilisation, l'établissement, in fine, n'a pas énormément d'importance. Enfin, globalement, il y a très peu de choses qu'on gère à l'établissement en théorie dans sa comptabilité. On a plus de soucis d'établissement dans le social que dans le fiscal. Et dans la mesure où globalement vous allez la facture est partagée dans votre espace, on va dire que il n'y a plus d'adresse physique, donc c'est pas très gênant. Mais vous pourriez utiliser le SIRET effectivement pour déjà faire un pré-tri pour que ce soit les bonnes personnes qui téléchargent et qui gèrent les statuts, par exemple. Ça a vraiment ça peut avoir ça aura du sens dans la gestion plus que dans la fiscalité. Voilà. Il y a une question à laquelle j'ai pas répondu, tu m'as posé, Julie. Euh, les, les factures notes de frais, ben, j'allais dire, c'est le traitement de la note de frais. Pour l'instant, j'ai vu quelques petites choses dans un des derniers documents. Je ne cache pas que depuis vendredi, le document faisant une centaine de pages, je ne l'ai pas complètement, j'allais dire, analysé. Mais on commence à entendre des choses sur la note de frais. On se donne rendez-vous au printemps prochain, Julie. Ouais, super, exact. J'ai une autre question qui est arrivée, Fabrice, pour terminer. Ah non, j'en ai. Ouh là là, ça arrive. J'ai une autre question par rapport à l'émission de la facture électronique d'un fournisseur dans le cadre d'un mandat d'autofacturation. Ouh, alors, je vais prendre la question parce que, alors, pareil, hein, ça c'est comme la note de frais, mais là, ça c'est déjà pas mal établi. Sur l'autofacturation, on parlait des mentions d'autoliquidation et j'ai vu des choses sur l'autofacturation. Je lis, je ferai la réponse précise dessus parce que je ne voudrais pas, mais c'est un des cas qui est prévu. Je crois qu'il y a 30 pages sur les cas de facturation que j'ai vu passer. Je suis en train de chercher rapidement dans mon support, mais je ferai une réponse précise derrière. Voilà.
D'accord, ça marche. Bon, de toute façon, on n'a plus de questions après celle-ci. Si la présentation, Fabrice, tu l'as mis à disposition, je crois, directement à travers de la plateforme GoToMeeting. Oui, C'est dans un onglet alors documents à télécharger. j'espère que vous le voyez. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour si vous avez réussi à la récupérer? Auquel cas, sinon, on vous la fera passer en pièce jointe d'un mail, hein, tout simplement. Ok, Je c'est bon, donc ça a été récupéré. Je voulais juste une autre petite chose. J'ai vu que tu avais ouvert un petit document pour montrer le bandeau qui signifie qu'une ah facture oui, est signée. Parce que ça, je pense que c'est important. Sachez aujourd'hui que si vous recevez des factures dématérialisées avec ce bandeau de signature électronique, il ne faut pas les imprimer, puisque c'est cette signature qui embarque toute la valeur du document. tu vois, Julie, nous n'avons pas encore résolu tous nos problèmes. Tu as dit facture dématérialisée. Et Les factures on va électroniques. on va dire facture électronique. Oui. Alors, j'essaie de la remontrer parce que je l'ai perdue de fait, mais pas longtemps, hein. Voilà. Euh, je vais juste la montrer. Hop, elle est où. Hop, voilà. Facture. Ah, elle va arriver. Donc vous voyez ici, j'ai un PDF, j'ai un panneau, j'ai sur mon panneau signature, panneau de signature. Alors pour le coup, c'est une facture de démo, donc j'allais dire, il me dit qu'il y a un petit problème parce que c'est une signature, j'allais dire de démo. Et si j'ouvre le panneau, vous voyez, j'ai ici tout un tas d'informations sur l'origine, sur l'horodatage qu'il a émis. Et si c'était une signature certifiée, j'aurais un petit panneau vert ici, comme on a sur les signatures de devis. Et si je modifie un pixel, même un pixel blanc, ben là, pour le coup, ça passe complètement en rouge. Typiquement, un grand jeu, c'est de changer le RIB pour payer ou des choses comme ça sur ces parties-là. Donc, alors c'est vrai pour les factures, hein, mais ça peut être vrai pour certains documents. Tout à l'heure, il y a une personne qui nous disait les devis signés électroniquement. Ben, les devis signés électroniquement ont aussi ce petit panneau-là. Ça garantit l'origine et l'intégrité du document et c'est la grande importance de cette signature électronique. Donc, si vous n'en avez pas, faites rapidement la commande de clés USB qu'on appelle RGS 2 étoiles et n'hésitez pas à contacter Julie ou nos équipes pour vous accompagner dessus de façon à garantir j'allais dire le bon respect des règles fiscales sur la facture. Moi, j'en ai terminé. Je sais pas si on a répondu à tout et puis je Oui, répondrai si, si, ouais, c'est tout bon. Bon, eh bien, Julie, je te remercie beaucoup et je remercie énormément les gens qui étaient présents à ce webinaire. Oui, merci. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et de nous avoir donné tout ce temps. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Évidemment, si il y en a qui viennent après coup, n'hésitez pas à nous contacter, à revenir vers nous. Et puis on vous dit à bientôt dans vos Donc, projets de dématérialisation. et puis au printemps, dès qu'on aura Et plein de au choses printemps, nouvelles. ouais, tout à Mais fait. voilà, n'hésitez pas. Dedoc est déjà, on va dire, bien compatible avec ce qui se fait. Et puis, vous voyez, on essaie de se tenir informé. On vous souhaite un bon appétit Bon et appétit à tous. une bonne fin de journée. Et Au merci à toi, revoir. Fabrice. À bientôt. Au revoir.